Cette initiative est le fruit de l'OAAD. Qu'est-ce que c'est l'OAAD? L'OAAD est un organisme à but non lucratif ouvert aux médecins, doctorants, étudiants d'ascendance africaine du monde entier. En tant que centre de mise en œuvre et de développement de la recherche universitaire, la vision de l'OAAD est d'améliorer la qualité de vie en Afrique grâce à la recherche, à la technologie et à l'innovation. Nous avons un énoncé de mission, trouver des solutions pour l'Afrique et le monde. Et notre principal objectif est de rassembler les intellectuels africains pour le développement, tout en associant les parties prenantes internes et externes concernées. Donc, le thème d'aujourd'hui sera essayer et faire des erreurs, transformer votre recherche universitaire ou passion en solutions pratiques pour les entrepreneurs. Nos orateurs du jour sont le docteur Odi, ici à gauche, et monsieur Rice Kajile, ici à droite. Le docteur Elijah Odi est l'initiateur de la réflexion sur la recherche universitaire et sa conversion en produits et aux services. Il a eu cette initiative dans le but de faire de la recherche un produit fini. Il veut que les chercheurs africains, surtout africains, puissent jouir du produit de leur recherche et contribuer au développement de l'Afrique en général, comme l'ont fait Monsieur Mark Zuckerberg, le président fondateur de Facebook, Steve Jobs avec Apple et aussi Jeff Bezos avec Amazon. Donc, c'est dans ce but-là de faire jouir du fruit de la recherche aux chercheurs que cette initiative a été lancée. Rencontrons le docteur Elijah Odi. Le docteur Odi Elijah est un spécialiste de la participation communautaire, un mobilisateur de collaboration interprofessionnelle, un évaluateur de la durabilité du programme et un spécialiste de l'aide à la décision. Il est également titulaire de 2 doctorats en gestion de l'environnement et en zoologie, respectivement. Monsieur Odi est actuellement président de l'Organisation des doctorants universitaires africains, qui a été reconduit à ce poste hier. Et cette organisation est une communauté croissante de doctorants et de docteurs africains dans plus de 70 pays à travers le monde et qui compte à son actif plus de 500 membres. Maintenant, je vais passer la parole au docteur Elijah pour nous souhaiter des mots de bienvenue. Docteur Elijah. Docteur Elijah. Yes, thank you, dear brother. Yes. Bonsoir à tous. Je suis content de participer à ce forum. Sorry, I don't speak French so well, but I am working hard to learn because I have a lot of things to do with a lot of people from French-speaking countries now. And I'm working hard on that. And soon, in the years ahead, I should be able to communicate better in French. Thank you very much for coming to be part of today's webinar. And I would say it's more than a webinar, it's a movement. It's a big deal which Africans have got involved in, and we're working hard to continue the conversation in the space of converting research ideas to goods and services. And I want to make a very clear analogy of what's going on at the moment, about how several parts of the world, especially Asia, how they are working hard on turning what they have, grabbing the advantage they have. So at the moment, Africa has 1.3 billion people, and we know that there is nothing we cannot do, especially now that we've begun to come together at a very large scale for all the professionals, PhD holders, PhD scholars around the world
working together, and also non-PhD holders, non-PhD people all around who are working on several innovative ideas to improve the quality of life on the continent. This is something we know that it's going to work because it has worked in several other spaces. For example, today, even the dead ancestors of the Chinese people have some respect because they have been able to come together to do something that is helping their people, pulling them out of abject poverty. And we know that we as Africans, we have the comparative advantage in that we are very hardworking, we are strong, we are active, we are energetic, we are intelligent, we are able to do whatever we set our hearts on doing because Africans have a strong passion for a better quality of life. And we must take advantage of this resource that we have to use it to transform our people by intentionally working hard on developing the human capital resources of Africa. And that's what the organization, as you have heard in the introduction, that's what we're doing. And we know that it's going to work. It's an ongoing conversation. And we are not going to stop until we see Africans having an improved quality of life. So we are not going to stop in a hurry. We are not in a hurry, but we are working urgently because we know that a lot of people are dying and we know that we have what we can do about it. Since we can do something about it, we've taken the bull by the horns. Every part of the world, they have their own problems and they are busy solving their own problems. So we must also get busy solving our own problems. So I'm excited to know that you're part of it today. And as the conversation progresses, please keep your eyes on the dial, keep your eyes in this space. We're going to be having more and more conversations, bringing more professionals, more experts to engage with us. Thank you today, Rice, for coming to us. We are really grateful because we are looking very much forward to get the beauty of what you have so that we can all grow together and get the best out of it all. Once again, ladies and gentlemen, thank you for coming today and do have a wonderful time. I'll hang around as well to enjoy, even though I won't understand all, but I hope to understand some. Thank you very much. Thank you, Dr. Elijah, for this wonderful speech. OK, maintenant nous allons passer à l'introduction de notre deuxième orateur. C'est Monsieur Rice Kajila. Et le thème sur lequel il va nous entretenir aujourd'hui est essayer et faire des erreurs, transformer votre recherche universitaire passion en solutions pratiques pour les entrepreneurs. Monsieur Rice Kajila est un ingénieur PDG, est un jeune entrepreneur passionné avec environ 6 ans d'expérience dans la gestion de petites entreprises. Il est responsable des programmes de Dampé, cofondateur et directeur technique de Bukiji Service, une entreprise familiale en RD Congo. Il est également PDG de Wuhan Overflowing Blessings Technology Consulting Company Limited, qui se concentre sur l'importation et l'exportation aux côtés de la gestion de la logistique internationale. Rice est également le PDG de Kwetu, une entreprise d'approvisionnement alimentaire, et de Ladies Wear. Depuis 2015, il a investi dans de petites entreprises dans des secteurs tels que les transports, le microcrédit pour les étudiants internationaux en Chine et actuellement l'agriculture et l'approvisionnement alimentaire en Zambie. Sa passion pour la formation et le développement d'autres jeunes entrepreneurs lui a ouvert des opportunités pour rejoindre des forums d'affaires internationaux clés dans la province du Hubei en Chine. Organiser et former des jeunes entrepreneurs locaux et internationaux en Chine grâce à la plateforme cofondée International Business Corner, avec la mission de réveil et développement de l'état d'esprit des affaires. Donc, avant de passer la parole à M. Rice, j'aimerais d'abord faire un rappel de la première édition. La première édition avait été tenue le 23 octobre 2021 et l'orateur, c'était M. Curtis Kake, qui nous avait entretenu sur le thème de l'académie à l'entreprise, les étapes clés pour réussir la création d'une entreprise basée sur un concept académique. Ce soir,
Monsieur Rice va nous entretenir sur essayer et faire des erreurs, transformer votre recherche universitaire, passion en solutions pratiques pour les entrepreneurs. Monsieur Rice, vous avez la parole. Et bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on vous reçoit 5-5. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'introduction. Et merci beaucoup au président, Dr. Elijah, pour l'opportunité et toute l'équipe derrière cette organisation. J'aimerais en tout cas remercier pour l'initiative et aussi pour l'invitation. Je me rappelle quand j'étais introduit dans le groupe, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est quoi, on allait vers quoi avec le groupe, jusqu'à ce que Madame Bebette m'avait écrit en privé pour m'expliquer, ça veut dire que cette organisation des Africains qui sont les docteurs sont là afin de transformer les recherches académiques en business ou alors en solutions durables pour notre société africaine en particulier. Alors, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont fait en sorte que je sois là ce soir et partager le peu que je sais sur comment transformer sa recherche académique en une solution de business. Alors, pour commencer, j'aimerais aussi signifier que mon PPT est en anglais et français. J'essaie le mieux que je peux pour avoir les deux langues, puisque je sais qu'il y a des anglophones qui sont là parmi nous, mais je vais parler en français afin de m'adapter ou alors de me conformer à la plateforme pour ce soir. Alors, comme le sujet a déjà été introduit, c'est trial and error, essayer et faire des erreurs. Pourquoi j'ai choisi de reformuler cela? Parce que la même façon dont nous avons le côté industriel de la vie et aussi le côté académique, les deux côtés sont plus basés sur les essais, c'est-à-dire est-ce que les choses vont marcher ou pas et comment y arriver. Et maintenant, ayant ce sujet où nous parlons de comment transformer son thème ou alors son sujet de recherche en une solution de business, c'est même il y a même plus de challenge avec cela. Alors, j'ai la forte assurance qu'après cette présentation, vous aurez une idée de comment s'y prendre. Si vous êtes déjà sur ce chemin de l'entrepreneuriat, vous aurez une idée de comment s'y prendre et faire les pas qui vont vous amener à transformer vos thèmes de recherche en solutions. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, je suis aussi convaincu qu'au travers de cette présentation, vous allez avoir une idée générale de comment vous pouvez penser comme un entrepreneur ou alors penser comme quelqu'un qui a l'intention de changer son sujet de recherche en une solution des affaires. J'aimerais aussi dire que j'aime poser les questions pendant ma présentation. Donc, je compte aussi sur vous de répondre aux questions afin de rendre cette présentation plus, c'est-à-dire que ce ne soit pas toujours sens unique. Il n'y a que moi qui parle, mais vous pouvez aussi intervenir. Alors déjà, pour commencer, nous allons voir trois étapes essentielles. Je ne dis pas que ce sont ces étapes seulement, mais ce sont ces étapes qui sont essentielles si vous voulez transformer votre vie académique ou alors transformer votre thème académique en un business ou alors en une solution pour le marché. Alors, nous allons parler de la première étape qui est de savoir, de connaître ses passions. Learn your passion, right? Savoir ses passions. Vous êtes passionné à faire quoi? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir votre spécialité, votre sujet et tout ce qui vient avec ça? Deuxième étape va avoir avec comment investir dans votre passion. C'est-à-dire pourquoi il faut investir dans votre passion afin de transformer votre vie académique en une solution des affaires, en une solution pour la société. Alors là, nous allons voir comment investir dans votre vie académique et comment investir dans votre vie professionnelle au même moment. Et troisième étape, nous allons discuter sur comment démontrer votre passion. Je parle ici de la passion, ça veut dire votre sujet, pourquoi vous l'avez choisi, c'est-à-dire votre recherche, votre major, comment on appelle ça, votre spécialité.
Donc, quand je parle ici de la passion, je parle ici de votre spécialité. Alors, comment démontrer, c'est-à-dire démontrer votre passion pour la spécialité que vous avez. Et là, nous allons parler sur comment comprendre les tendances qui sont dans votre domaine d'études. Quelles sont les tendances? Comment les comprendre afin que, quand vous réfléchissez comme un entrepreneur, vous saurez comment trouver les clés, les clés, ça veut dire les choses qui vont vous aider à venir avec une solution qui est durable et une solution dont le marché a besoin. Alors, nous allons parler c'est-à-dire de comprendre les tendances dans le marché. Nous allons aussi parler sur comment prendre les risques financiers. Ça, c'est très capital parce que tous les business que vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris un risque pour que cela devienne une solution. Nous allons en parler aussi. Et en dernière position, nous allons parler de comment présenter vos idées, comment présenter c'est-à-dire vos suggestions de solutions. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'énergie comme moi, c'est-à-dire comment je le fais pour présenter mes idées pour que les gens puissent investir dans ça. Parce que c'est capital aussi, enfin. Et les recommandations seront sûrement basées sur vos questions. OK. Alors, pour commencer, j'aimerais poser une question. Quelles sont vos passions? Alors, quelles sont les choses dont vous avez plus de passion pour? OK. Si quelqu'un peut peut-être écrire ou quelque chose comme ça. Par exemple, soyez un peu précis. Par exemple, moi, j'ai la passion pour le transport. Voilà pourquoi je suis dans le transportation engineering. Donc, j'aimerais un peu lire aussi vos réponses par rapport à ça. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler directement. En un ou deux mots. Monsieur Kadjila, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais savoir, avant de répondre à votre question, j'aimerais savoir s'il se fait tard pour découvrir ses passions. Parce que particulièrement, moi, je suis étudiant en langue, mais je suis passionné par autre chose qui est complètement différent de ce que j'étudie, de mon domaine de recherche depuis plus de 10 ans. Oui. Ça, c'est une très bonne question. Si vous êtes en retard concernant la connaissance de votre passion, n'est-ce pas? C'est ça votre question? Tout à fait. D'accord. OK. Je vais bien noter par rapport à ça comme question. OK. Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Je vais prendre 3 personnes seulement afin de ne pas prendre trop de temps sur ça. OK. Allô? Okay. S'il vous plaît, non, je veux m'adresser à la communauté. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? OK. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. Nous allons avoir un temps de questions. Alors là, je veux juste que les gens puissent répondre un peu à la question s'ils sont informés ou alors s'ils ont la connaissance de leur passion. Enfin, je vois, il y a déjà des réponses ici. OK, passion pour le levage. OK. Je suis dans la gestion des ressources de territoire parce que j'aime la terre et je pense qu'elle ne ment pas. L'agriculture, la forêt est ici. Wow. Intéressant. Alors, c'est vraiment capital de savoir c'est quoi votre passion. Vous êtes passionné à quoi dans la vie? Alors, quelquefois, ça semble comme si c'est difficile de savoir votre passion, mais je veux vous donner ici une façon plus simple de connaître vos passions. Les réseaux sociaux que nous utilisons sont programmés à ce que vous puissiez choisir les domaines dont vous avez de la passion pour. Par exemple, quand vous ouvrez une page, par exemple, enfin un compte de, par exemple, Instagram, OK? Instagram va vous suggérer dès le départ, vous êtes intéressé dans quoi? Dans les affaires, c'est-à-dire community, social, on va vous suggérer ces choses. Il y a aussi, si vous êtes dans le business, quand vous ouvrez par exemple un compte sur Alibaba ou alors les autres comptes,
vous verrez qu'il vous suggère toujours une première liste où on vous demande que vous n'êtes pas forcé de choisir, mais c'est sur base de vos réponses qu'on peut identifier où est-ce que vous avez de la passion pour. Et généralement, si je vous demande d'ouvrir votre Instagram, vous aurez une idée. Ou alors, je vous demande d'ouvrir votre YouTube, par exemple, les vidéos que vous suivez, c'est-à-dire les chaînes par lesquelles vous avez souscrit, ça donne des réponses, ça donne des pistes de solutions à savoir, vous avez de la passion pour quoi. Donc, ça, c'est un cadeau pour tout le monde. Alors, je vais avancer avec mon PPT afin que vous puissiez savoir mon chemin ou alors mon parcours. Alors, puisque nous parlons de trial and error, c'est-à-dire les essais et les échecs dans mon parcours, alors vous allez savoir où est-ce que j'ai commencé, qu'est-ce qui était ma passion et si ma passion a changé ou pas. Ça veut dire de l'académie et à la vie professionnelle. Est-ce que ma passion ou alors mes passions ont changé ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Alors, suivez-moi et vous allez avoir des réponses à ça. C'est juste mon nom. Alors, quand j'étais à l'école maternelle et à l'école primaire, comme on appelle ça chez nous, je ne sais pas dans vos pays, mais chez nous, on appelle l'école maternelle, l'école primaire. J'avais vraiment de la passion pour devenir pilote. Je voudrais vraiment devenir pilote. C'était ça. Donc, quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux devenir dans le futur? Je disais, je veux être pilote. Mais en même temps aussi, j'avais la pression de ma mère surtout qui disait, non, je veux que tu sois docteur parce que ton grand-père, pour qui tu as le nom, il était docteur. Donc, du coup, j'étais coincé entre docteur et pilote. Ça, c'était vraiment à l'école maternelle et l'école primaire. Et quand je suis allé à l'école, c'est-à-dire à l'école, au lycée, comme on l'appelle, alors, c'était une école technique. Alors, donc, du coup, c'était vraiment une très bonne école. Alors, c'était un peu technique, mais dans mon pays, nous avons un système différent. C'est-à-dire au lycée, du genre junior high school, junior high school, 2 years, 2 ans de junior high school. Là, il n'y a pas de spécialité, mais c'est après que vous avez des spécialités. Alors, dans ma première année, étant dans une école qui était vraiment technique, dans ma première année, étant dans une école technique, je me suis dit, bon, je veux devenir ingénieur. Mais je ne sais pas en quoi exactement, mais je compte bien devenir ingénieur. Alors, ça, c'est la première étape pour nous, c'est-à-dire connaître ses passions. Mais arrivé en deuxième année, j'ai commencé à avoir la passion pour la mécanique auto, comme on appelle ça, c'est-à-dire automobile. Donc, du coup, voilà, quand même, il y a un choix. Je vais être ingénieur en première année, mais en deuxième année, je commence à choisir clairement quel domaine de l'ingénierie je veux faire. Alors là, j'ai commencé à réfléchir, OK, voilà, puisque la troisième année, je dois choisir une spécialité, alors je veux faire la mécanique auto. Arrivé en troisième, quand il fallait choisir ma spécialité, il se fait que j'avais pris un peu du retard avant d'envoyer mon nom sur la liste des gens qui voudraient faire la mécanique auto dans mon école. Alors, cela a fait qu'il n'y avait plus de place dans la session mécanique auto. Alors, je me suis obligé, j'étais obligé de prendre la mécanique générale. Alors, j'ai fait le General Mechanics. Mais bon, étant là, c'est toujours la mécanique, mais c'est différent. Ouais, les gens qui font la mécanique auto, les gens qui font la mécanique générale, ce n'est pas la même chose. Parce que la mécanique auto, il se focalise sur la voiture, fixer le moteur et tout et tout. Et la mécanique générale, nous sommes plus spécialisés sur la fabrication des outils, parce qu'il y a les machines-outils qui sont par de ça. Il y a le système automatique qu'il faut apprendre. Il y a beaucoup plus de connaissances un peu élargies dans le domaine de la mécanique que la mécanique auto. Donc, ma passion a commencé à changer un tout petit peu. Et arrivé à l'université ici en Chine, bon, avant que je ne quitte, puisque vous vous rappelez que j'avais la passion de devenir pilote, je me disais, bon, mais là, j'ai fini avec la mécanique générale, du coup, j'ai une idée sur les engins, du genre les jet engines et tout et tout. Bon, quand je viendrai en Chine, je vais faire le pilotage. J'arrive en Chine, j'arrive dans ma ville, il n'y a pas d'option de pilotage. Et là, je me vois complètement en train de changer ma passion. Alors là, maintenant, je voudrais devenir quelqu'un qui est comme les marins, comme on appelle en français. En anglais, c'est les sailors, les gens qui travaillent sur le bateau. Cette décision a été influencée parce que j'étais dans le département de Marine Engineering.
Donc, la plupart des cours qu'on nous enseignait dans mon bachelor, c'était vraiment à caractère ocean engineering, shipbuilding, tout ce qui a à voir avec le naval en général. Et là, je commençais à penser, bon, voilà, je veux devenir marin à la fin, quoi. Arrivé mon master, là, j'ai commencé à prendre un autre chemin. Non, je veux devenir maintenant entrepreneur. Je veux avoir ma propre entreprise, je veux travailler sur mes propres idées, mais quoi exactement? Ouais, alors quoi exactement? Nous sommes encore à l'étape numéro 1, c'est-à-dire connaître ses passions. C'est-à-dire, dans mon master, j'ai commencé à penser différemment. Je veux devenir entrepreneur, je veux devenir chef d'entreprise. Et arrivé en PhD, ça n'a pas changé. Donc, ça n'a pas changé. Je suis demeuré dans la même passion d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise. Alors, ça, c'est vraiment ma première étape de cette transformation de la vie académique à la vie professionnelle. C'est-à-dire en utilisant mes connaissances académiques, mes recherches académiques en business model. Donc, on va en parler plus tard. Maintenant, allant en deuxième étape, là, maintenant, il va falloir investir maintenant dans ces passions-là. C'est-à-dire, comment investir tout au long de votre vie dans quelque chose, dans une direction académique à laquelle vous avez plus de passion et vous pouvez créer des solutions avec ça. C'est-à-dire créer des produits, des services, quoi que ce soit dans ce domaine-là. Alors, il faut investir dans ça. C'est capital. L'investissement ici, je ne parle pas d'abord d'investissement genre financier, mais je veux parler d'abord ici de l'investissement personnel, ce qui n'a rien à voir avec les finances, mais plutôt votre temps, votre énergie dans quelque chose, c'est-à-dire tout ce que vous avez au-dedans de vous pour l'amour que vous avez de votre spécialité. Alors, déjà, dans ma deuxième année, quand j'avais la passion de devenir un mécanicien de genre automobile, pendant ce temps-là, j'étais déjà en train d'investir, même c'est-à-dire en étant un chauffeur de la famille, parce que nous avions des véhicules à la maison. C'était moi qui conduisais tout le monde. Je conduisais mon père au travail, ma mère au travail. Quand il y a des choses, les courses à faire, en tout cas, ça, c'était moi. Et curieusement, dans ma passion, il y a même des gens qui ont vu que, bon, voilà, il conduit bien. Pourquoi pas, c'est-à-dire l'appeler, venir conduire à nos fêtes de mariage. Alors, je suis même devenu chauffeur des fêtes des mariages. Donc, je transportais les mariés du matin jusqu'à très tard dans la nuit et puis je rentre. Soit ils louent notre voiture ou alors soit ils ont leur propre voiture et moi, je suis là juste chauffeur et puis, bon, je prends ma paie à la fin, quoi. Alors, je suis devenu, dans ma deuxième année de high school, pendant que j'avais la passion d'être mécanicien automobile, il y avait déjà ça en moi. C'est-à-dire, je faisais déjà ce travail-là. Alors, arrivé en high school, quand j'avais choisi la mécanique générale, ce que je commençais à faire, c'est que je commençais à apprendre comment créer les outils. C'est-à-dire, qu'on appelle ça les machines-outils, c'est ça. C'est part de la mécanique générale. Comment faire le design, comment dessiner les outils à utiliser dans différentes industries. Ouais. Parce que déjà, dans mon école, il y avait des laboratoires où on pouvait apporter comme devoirs pratiques, mais c'était des commandes de grandes compagnies de la ville qui venaient dans mon école et ils passaient ces commandes à notre école. Et nous, les élèves, pendant ce temps, pendant les heures de pratique, si vous vous démarquez, alors votre professeur pouvait vous donner, c'est-à-dire les commandes que l'école se fait de l'argent avec. Alors, il ne voulait pas si vous en tant qu'élève. Et j'étais parmi les gens qui recevaient souvent c'est-à-dire ce privilège d'être choisi et faire le design de quelque chose qui devait être utilisé dans une entreprise. Et une histoire s'était passée. Mon père, pendant ce temps, il travaillait dans un hôtel. Alors, leur hôtel avait besoin de marquer sur leur clé les numéros des portes. Ils étaient venus dans notre labo et j'étais parmi les gens qui ont travaillé sur ça. À l'université, quand je commençais à réfléchir quand ma passion était plus d'être un marin, pendant ce temps-là, j'ai commencé aussi à apprendre au même moment le domaine de l'énergie, le domaine de la puissance, comme on appelle en français, dans l'énergie et la puissance, et plus important aussi le système automatique. Pourquoi? Parce que je me disais, bon, je suppose si je dois travailler sur un navire, donc tu dois être informé de comment l'énergie, comment ça génère l'énergie, quel type d'énergie.
ça a besoin de quel type de puissance pour, par exemple, être sous la mer pendant tout un mois, pendant, je ne sais pas, 2, 3 mois. Alors, j'ai appris toutes ces formes des moteurs qui sont derrière le domaine maritime. Et en même temps aussi, j'ai commencé à apprendre comment les industries se font, c'est-à-dire comment rendre automatique, par exemple, toute une industrie. Ça, c'était part du système automatique. Arrivé en master, quand je commençais à penser maintenant à l'entrepreneuriat, il fallait maintenant se poser des questions. Oh, OK, apprendre quoi exactement dans le domaine de l'énergie? Là, j'ai choisi l'énergie solaire. Là, j'ai commencé à apprendre davantage sur ça. Pourquoi? Parce que quand vous voyez l'évolution, par exemple, en commençant par les années 2000 jusqu'à présent, ce changement climatique que nous avons discuté sur notre groupe, ça a permis à que l'industrie de l'énergie solaire, l'industrie des gens qui fabriquent les panneaux solaires, les inducteurs, les conducteurs, tout ça là, ça a commencé à s'ouvrir comme un nouveau type de business. Voilà pourquoi j'avais choisi cela. Alors, étant dans mon master, en train de réfléchir sur l'entrepreneuriat, j'ai commencé à faire le design de plans ou alors de projets qui ont à voir avec comment transformer. Et plus spécifiquement pour l'Afrique, nous avons un manque capital d'énergie. Mais comment rattraper ce retard? L'énergie solaire est plus rapide à faire rattraper ce retard que de compter sur l'hydraulique. Ça, c'est selon nous, les gens qui sont du domaine. Et dans mon PhD, dans mon doctorat que je suis en train de faire jusqu'à présent, je suis encore reparti au niveau du transport. Mais cette fois-ci, il n'y a pas seulement le transport en matière d'énergie, mais étant dans le département où on parle de la logistique, donc on nous apprend aussi comment la logistique internationale fonctionne. Donc, j'ai choisi des cours qui me donnent cette connaissance-là. Parce que rappelez-vous, là, ma passion, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Je veux devenir chef d'entreprise. Alors, ça, c'est l'étape où j'ai investi dans ma vie académique. Alors, toujours dans la deuxième étape, maintenant, là, comment investir dans sa vie professionnelle. Pendant que j'étais en train de faire la mécanique générale, pendant mes 4 ans de high school, comme je l'ai dit, c'est moi qui étais le chauffeur, c'est moi qui faisais tout ce qui a à voir comme course. Là, c'est vraiment professionnel. Pourquoi? Parce que le temps compte, c'est-à-dire le temps compte et tout ce qui a à faire comme professionnel, c'est-à-dire avoir une bonne attitude, avoir une bonne attitude, avoir un bon caractère, c'est-à-dire être quelqu'un dont on peut faire confiance avec l'argent, faire confiance avec les colis, faire confiance avec les décisions que vous allez prendre quand il y a des problèmes. Là, j'ai commencé à prendre ça déjà à l'école secondaire. À l'université, j'ai commencé déjà à investir dans le domaine où j'ai plus de la passion. Parce que rappelez-vous, le maritime ou alors le département de maritime, ça a à voir avec la logistique. Et moi, ayant la passion déjà, dès le départ, dès mon enfance à l'école maternelle, pourquoi j'ai mis le pilote encore en rouge? Parce que c'est comme si j'ai commencé à nouveau à revenir à ma passion d'enfance, cette passion-là que j'avais depuis mon enfance. Et mon tout premier investissement, c'était dans le domaine de la logistique. Je me suis dit, je ne peux pas être pilote, je ne peux pas changer ce fait réel, mais du moins, je peux investir dans la logistique, investir dans une entreprise qui a à voir avec la logistique. Arrivé en master, mais la passion de devenir entrepreneur ou alors d'être chef d'entreprise, ce n'est pas suffisant. Ouais, ce n'est pas suffisant. Mais il faut aussi investir sur la connaissance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un entrepreneur est réellement. Pas les vidéos de motivation que nous voyons, mais c'est quoi un entrepreneur? Qu'est-ce qu'un entrepreneur fait? Qu'est-ce qu'un CEO fait? Comment un entrepreneur réfléchit? Comment un CEO réfléchit? Donc, ça, ce sont des choses que j'ai commencé à investir en moi-même via les cours en ligne que j'ai participé. Je paie les cours en ligne, j'étudie, je prends les certificats qu'il faut, ainsi de suite. Alors, ça m'a permis d'être j'étais un jour assistant manager d'une compagnie, du genre part-time. Mais cette opportunité d'être assistant manager, j'avais l'opportunité de parler directement avec le responsable de l'entreprise. Alors, je lui posais beaucoup de questions.
Là, c'était quand j'étais assistant manager. Pourquoi? Parce que tout ce qui avait à voir avec la compagnie, qu'est-ce qu'ils veulent faire, alors ça passait par moi. Alors, j'ai commencé à apprendre. Ça veut dire quoi être un manager? Qu'est-ce que le manager sait? Qu'est-ce que le manager voit dans un rapport? Qu'est-ce qui lui intéresse le plus dans un rapport? Quand ils veulent, c'est-à-dire quand ils voulaient, c'est-à-dire épanouir ou alors extend leur business, c'est sur base des informations que j'ai données en tant qu'assistant manager qui pouvait réfléchir. Mais qu'est-ce que lui voyait que moi, je ne voyais pas? Ça, c'était des leçons pour moi. Deuxièmement, j'ai aussi l'opportunité d'être sales supervisor. Parce que rappelez-vous que vous pouvez avoir une bonne idée, un bon produit, mais si vous n'avez pas la capacité de les vendre, il y aura toujours ce gap-là, ou alors ça va revenir avec découragement et tout. Alors, il faut apprendre maintenant à faire les sales. Alors, j'ai commencé à investir en moi sur la connaissance de comment être un bon sales guy, comment être un bon salesman. Alors, lire beaucoup de livres, être avec les gens, prendre part dans les conférences, les forums, tout ce qui a à voir avec selling, je suis là. Là, c'était pendant mon master. Et arrivé à mon PhD, ayant toujours la même passion d'être chef d'entreprise et alors d'être entrepreneur, c'est là que j'avais pris la décision d'enregistrer notre compagnie ici en Chine. Et quand on m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire dans ton entreprise, la première réponse c'est que j'aimerais avoir un labo, c'est-à-dire avoir un labo qui fait des recherches dans le domaine d'énergie. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas d'acheter un panneau solaire, ça ne suffit pas d'acheter de la batterie, mais ça compte beaucoup quand vous connaissez, quand vous avez la connaissance de tout ce qui a à voir, comme par exemple chimique derrière ça, les processus pour en fabriquer. C'est très important d'en avoir. Et surtout, nous qui venons d'Afrique, connaître qu'il y a un panneau solaire et avoir la compréhension de toutes ces technologies, ça demande autre chose. Alors, dans mon PhD, je me focalise plus pour comprendre cette technologie, comprendre tout ce qui a à voir avec comme component. Et pour le faire, il avait fallu que je puisse enregistrer une compagnie. Alors, l'enregistrement de la compagnie, c'était une décision personnelle de me dire à moi-même que je suis très sérieux avec cette décision d'être entrepreneur, mais aussi dans quel domaine de l'entrepreneuriat. Donc, de choisir de faire tout ce que j'ai appris en master, comme en l'énergie, la puissance, et en PhD dans le domaine des transports et d'énergie, et les mettre sous ma compagnie et y travailler davantage, c'est-à-dire en créant de l'emploi, en créant tout ce que je veux voir avec ça. Alors, nous avons notre entreprise d'import-export, nous faisons la logistique internationale et nous construisons aussi les Smart Cities. La même chose, c'est-à-dire parce que dans les Smart Cities, tout ce qui compte d'abord en premier lieu, c'est l'énergie. Est-ce qu'il y a l'énergie? Et l'énergie aujourd'hui, c'est l'énergie renouvelable. Donc, tout le monde parle que de ça. Alors, donc, ce choix-là, ça veut dire, je l'alimente avec la connaissance professionnelle. J'investis dans cette connaissance professionnelle et aussi, j'investis à voir à ce que tout ce que je veux essayer, tout ce qu'il y a comme changement en chemin, ça m'amène aux fins que je veux en avoir. Alors, comme on veut voir sur ce tableau, ça veut dire, ma passion d'enfance en tant que pilote n'a pas changé, mais le modèle d'apporter ça comme solution et d'en faire un business, d'en faire mon propre travail est devenu autre chose, mais ça reste dans le même domaine de transport, du mouvement des personnes, mouvement des colis, tout ce qui a à voir avec ça. J'espère que je ne parle pas moi-même. Est-ce que je peux peut-être voir? Can you hear me? Can you still hear me? Are you following? Bien sûr, bien sûr. OK, merci. Alors, bon, là maintenant, je veux penser au troisième étape, qui est la dernière étape que j'aimerais discuter avec vous ce soir. Alors, c'est comment démontrer votre passion ou votre spécialité. Comment démontrer cela? Comment faire en sorte que les gens puissent valider, c'est-à-dire valider votre connaissance. Ça, c'est aussi capital. Alors, comment y arriver? Alors, avant d'aller comment y arriver, maintenant, il faut se poser la question, quand nous parlons de démontrer votre passion, à quoi ça ressemble? C'est-à-dire, il faut passer du temps dans la recherche. Il n'y a rien qui peut compenser pour les heures de recherche. Alors, vous avez mentionné le speaker qui est venu avant moi, M. Curtis Kake, que nous avons aussi eu sur notre plateforme avant.
Il y a une phrase qu'il a dit la dernière fois que nous étions avec lui. Il a dit, vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui passe 5 heures de travail sur quelque chose, pendant que vous passez peut-être 30 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Les heures de travail, les heures passées dans la recherche académique, elles sont très importantes. Même si vous avez de la passion pour créer les entreprises, mais du moment que vous êtes dans le collège, vous êtes, vous êtes encore à l'université en tant que master, en tant que PhD, ces heures de recherche académique sont cruciales. Pourquoi? Parce que c'est quand vous ajoutez à ces heures de recherche académique d'autres recherches à caractère industriel qu'à la fin, vous allez avoir des solutions pour le marché. Pourquoi? Parce que les industries dépendent des recherches qui sont publiées. Et je crois vraiment que c'est ça le fondement de cette plateforme. C'est-à-dire pourquoi les autres personnes, pourquoi les autres industries utilisent nos recherches, nos publications pour en faire des solutions et ramener encore ces mêmes solutions dans nos propres pays, dans nos propres marchés. Ouais. Alors, c'est parce que quelquefois, nous avons une tendance des entrepreneurs qui font beaucoup de recherches industrielles et moins de recherches académiques. Ou alors plus de recherches académiques et très, très, très moins de recherches industrielles. Or, les deux, c'est quand vous combinez les deux en tant qu'entrepreneur que vous pouvez apporter des solutions. Parce que ces grandes entreprises que nous voyons, par exemple, comme Apple, nous voyons Tesla, nous voyons Samsung, nous voyons Huawei ici. Huawei vient plusieurs fois dans notre université pour avoir les échanges avec les étudiants. Mais pourquoi ils font ça? Parce que les idées futuristiques viennent des étudiants. Les étudiants passent tout leur temps en train de faire des recherches, rassembler les informations. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé? Qu'est-ce qui peut marcher dans le futur? Prédire le futur. Ça, c'est OK. Maintenant, quand vous venez au niveau du marché, vous posez aussi d'autres questions. Par exemple, est-ce que ce qui est là, ce produit qui est là, c'est quoi le problème avec ça? Nous allons y arriver ensemble. Mais j'espère que vous pouvez garder cette image en tête. Alors, comment démontrer votre passion? Comment démontrer votre passion? Alors, comprendre les tendances, c'est-à-dire understanding the trend, comprendre les tendances, c'est très capital. Vous pouvez être à l'université où tout ce que vous faites, vous faites des recherches sur ce qui s'est passé avant, mais comprendre les tendances, c'est capital. Alors, je vais vous poser 3 questions, vous pouvez répondre selon votre domaine, mais je crois que ça va aider toute personne qui est ici à avoir des informations. Premier point, c'est que de quelles connaissances académiques ai-je besoin pour mon entreprise? De quelles connaissances académiques ai-je besoin pour mon entreprise? Si vous êtes déjà quelqu'un qui a une entreprise, vous pouvez peut-être répondre peut-être même juste un seul mot ou une phrase. Ça va beaucoup aider les gens qui sont connectés. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel est le modèle d'affaires tendance dans mon domaine de recherche? Quel est le modèle d'affaires pour l'instant? En anglais, on appelle ça business model. Ouais. C'est quoi ce modèle d'affaires pour l'instant dans mon domaine? C'est-à-dire, les gens qui sont, par exemple, comme moi qui suis dans l'énergie, je vais poser la question. C'est quoi la tendance actuelle? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je sais qu'à cause, du fait que le cobalt au Congo est exploité d'une façon artisanale, et aussi c'est rempli c'est couvert de child labor, comme on appelle, c'est-à-dire faire travailler les enfants. Alors, la plupart des compagnies, des grandes compagnies, par exemple, comme Tesla et tous les autres là, qui achetaient le cobalt du Congo, ont déjà commencé à réduire leur consommation en cobalt. La raison, c'est parce que quand vous achetez un minerai comme le cobalt qui fabrique les batteries dont nous avons besoin pour notre industrie énergie, du genre nouvelles énergies, quand vous achetez cela et que c'est couvert des conflits, c'est couvert des conflits d'exploitation artisanale, vous êtes déjà punissable par la loi internationale. Je crois que Mme Bébert comprend mieux. Alors, les compagnies doivent signer des accords pour s'assurer que tout ce qu'ils achètent, ce n'est pas couvert des conflits. Alors,
Tesla a commencé directement, si vous suivez le channel de Tesla, vous verrez que pour l'instant, ils sont de développer des nouvelles technologies de batterie qui n'utilisent pas le cobalt. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être blâmés pour ce qui se passe, par exemple, au Congo pour l'instant. Ils choisissent une autre technologie. J'ai visité une entreprise, c'était le mercredi de cette semaine. Cette entreprise fabrique maintenant des batteries sur base, sur base du sodium. Vous voyez. Alors, du coup, parce que personne ne veut être coupable de ce qui se passe parce qu'on a exploité le cobalt, mais il faut réfléchir différemment. C'est-à-dire maintenant, le business model derrière la fabrication des batteries est en train de changer. Donc, il faut connaître c'est quoi la tendance actuelle par rapport à votre recherche, par rapport à votre domaine. Alors, soyez informés. À part ça, maintenant, il faut aussi savoir c'est quoi le point faible du consommateur concernant la solution existante. Ça veut dire, mais en anglais, c'est un peu plus fort parce que c'est le pain point, le point où le client n'est pas satisfait. Ouais. Parce que si vous êtes, par exemple, d'un domaine, disons, dans l'élevage, parce que je vois quelqu'un qui a parlé de l'élevage. Bon, si le client n'est pas satisfait que le fait qu'on tue, par exemple, les vaches avec la hache, donc tous les clients se plaignent, par exemple, dans votre pays. Alors, il faut réfléchir différemment. Pourquoi les clients, les acheteurs, bon, ils achètent, oui, mais ils ne sont pas contents de ça. Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau pour rassurer les clients? C'est ça qu'on appelle réfléchir solution. Vous voyez. Et ces informations par rapport à les feedbacks que les gens ne sont pas contents, ces data sont là. Mais la plupart des fois, nous ne passons pas le temps en train de les lire, de les comprendre, de prédire comment changer, d'apporter de nouvelles solutions, surtout en tant qu'académicien, en tant qu'étudiant, en tant que doctorant. J'espère que vous avez écrit vos propres réponses. Alors, je vais continuer. Je vais vous donner un schéma ici, ça c'est sur base de ma propre recherche, concernant la tendance qu'il y a eu dans la technologie de panneaux solaires, c'est-à-dire la technologie de l'énergie solaire dans le monde. Il faut savoir que l'utilisation du soleil comme source d'énergie date de même l'avant Jésus-Christ, comme on le dit, c'est-à-dire BC. Alors, ça a commencé pendant ce temps-là. Les gens déjà utilisaient l'énergie solaire pour allumer du feu. Donc, ce n'est pas une technologie nouvelle. Mais comment ça a évolué au fil du temps? En 1954, déjà, les toutes premières industries qui se sont lancées dans cette technologie, après des recherches dans les universités, se sont lancées, ils ont fabriqué les premiers panneaux solaires. Mais ces panneaux solaires n'avaient que 9% de capacité de conversion de soleil en énergie électrique. En 1981, regardez un peu l'espace, après beaucoup de recherches, après beaucoup de publications derrière ça, finalement, on a transformé les panneaux solaires jusqu'au point où on a mis ça finalement sur un avion. Tout premier avion qui a survolé aussi, pas de l'industrie de l'aviation, mais le premier avion qui a survolé avec l'énergie solaire, c'était en 1981, qu'on appelle ça chez moi au pays, on dit 81, je ne sais pas pour d'autres pays, 71, je ne sais pas, mais 81. Alors, celui-là, c'était 14% de conversion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des recherches qui se sont faites dans les laboratoires, parce que je connais les gens qui sont dans les material science. Ils continuent de faire des recherches sur quel matériel utiliser afin d'augmenter la conversion du soleil en énergie électrique. En 2000, dans les années 2000, je crois que là, ça se rapproche avec la plupart d'entre nous. Dans les années 2000, nous étions déjà à 20% de conversion. Et c'est pendant ce temps-là que nous avons commencé à voir tout ce que nous voyons aujourd'hui comme des petits panneaux solaires sur les batteries portables. C'est-à-dire tout ce que vous voyez c'est-à-dire par rapport à la dimension. Mais l'efficacité, c'est la même chose. C'est déjà à 20% de conversion. Maintenant, aujourd'hui, alors que nous parlons, nous sommes déjà à 33,3%. Et déjà, les patentes pour les compagnies qui veulent se lancer dans la fabrication des panneaux solaires qui pourront transformer 33%, c'est-à-dire qui peut transformer à 33% de conversion d'énergie solaire en énergie électrique, on les donne déjà. Donc, n'importe qui
qui veut fabriquer les panneaux solaires avec cette technologie, il y a déjà les ressources, il y a les patentes qui sont prêtes, il y a les gens prêts aussi à acheter. Alors, comprendre la tendance dans votre domaine d'études, c'est très important. Ce n'est pas seulement pour l'effet de publier, d'avoir les articles, de réussir, mais c'est aussi connaître qu'est-ce qui se passe dans le marché et comment vous pouvez en bénéficier. Mais bien évidemment, quitter de 9% à 33%, il y a eu beaucoup d'essais. Quand vous faites des recherches sur l'énergie renouvelable, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de publications. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'heures de travail, ça demande beaucoup d'heures de labo et c'est divisé. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés seulement sur les material science, c'est-à-dire travailler sur la matière, travailler sur les silicones, s'assurer que s'assurer que voilà, on peut l'améliorer. Aujourd'hui, nous parlons déjà, il y a des bâtiments, par exemple à Pékin, où les vitres sont des panneaux solaires déjà intégrés. Donc, un bâtiment vitré, ça produit l'énergie pour soi-même. Alors, il faut connaître la tendance qui est là dans le marché et vous positionner sur base de ça. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, par exemple, un entrepreneur africain va repartir et fabriquer un panneau solaire de 9% de conversion, c'est qu'il n'a pas pris suffisamment de temps de faire des recherches. Pourquoi? Parce que la technologie de la 33 est déjà là. Ça veut dire que d'ici peut-être 5 ans, nous serons déjà à 40 à 50. Et quand nous sommes à 50, c'est complètement un autre niveau. Alors, je parlais aussi ici de démontrer votre passion en prenant les risques financiers. Ça, c'est capital. Pourquoi? Parce que si vous n'investissez pas financièrement dans votre passion, bon, ça va demeurer toujours des publications, comme on le dit, vous pouvez publier, bon, et puis après ça, rien. Mais vous pouvez aussi canaliser vos financements dans votre passion, dans votre domaine d'études. C'est-à-dire s'assurer que vous créez aussi des industries, vous créez aussi des produits, vous participez dans la création comme nous le faisons déjà sur cette plateforme. Alors, je donne juste un briefing de ce que j'ai fait dans le passé. Je vous ai parlé que j'avais investi, mon fonds d'investissement, c'était dans le domaine de la transportation, c'est-à-dire la logistique au pays. Alors, je vous ai montré ce tableau, bien que j'ai caché les informations, mais juste pour vous faire voir que quand vous avez un désir ardent de faire réussir quelque chose, vous le faites d'une manière professionnelle. Quand j'avais fait ce tableau, je n'avais jamais appris quelque chose qui a à voir avec le business, mais je sais qu'un entrepreneur ou alors un CEO, c'est quelqu'un qui est organisé, que je sais voir les informations. Je sais combien j'ai mis, quelle date, c'est parti chez qui, quand est-ce que c'est revenu. Savoir comment investir financièrement, c'est savoir comment l'argent fonctionne, votre propre argent et l'argent d'autres personnes. Et la même chose comme ça a été mentionné dans mon introduction, que j'ai investi aussi dans les microcrédits. Les microcrédits, j'ai investi dans ça parce que je voulais apprendre comment l'argent fonctionne. Parce qu'étant entrepreneur, vous pouvez avoir une bonne solution, vous pouvez avoir tout ce qu'il y a comme connaissance, mais si vous êtes faible en matière d'argent, vous allez faire des mauvais deals ou alors vous ne saurez pas comment présenter votre idée devant les investisseurs ou toute personne qui peut vous aider à aller à l'avant. Alors, gardez ce sens de professionnalisme et capital pour chaque entrepreneur. Et ceci nous ramène toujours au point où chaque entrepreneur, ou alors peu importe votre spécialité, prenez du temps d'apprendre un tout petit peu de business, du genre business management, finance, tout ce qui a à voir avec le management. Il faut apprendre ça. Alors, le troisième point, point final sur la démonstration de votre passion, c'est quand vous pouvez présenter vos projets devant les gens. C'est capital. C'est-à-dire, comment les gens vont savoir si vous avez la passion pour quelque chose? C'est quand vous en parlez le plus souvent. Quand vous prenez part à des sessions, à des forums, à des conférences qui ont à voir avec votre domaine, c'est votre domaine ou alors votre passion. Et c'est avec ces expériences que vous avez quand vous rencontrez d'autres personnes venant de différents pays, vous présentez par exemple pour les compétitions, ça vous donne la connaissance réelle du marché, ça vous donne la connaissance réelle de à quoi ça ressemble quand vous allez transformer ou alors quand vous voulez transformer votre recherche ou alors votre passion dans la recherche par rapport à un certain service ou alors par rapport à un certain produit, comment ça se fait dans la vie réelle, dans la vie professionnelle. Bon, pas réelle dans le sens, mais dans la vie professionnelle.
Alors, j'ai eu à présenter un projet sur comment faire le business des panneaux solaires en Afrique. Et après avoir présenté avec d'autres Chinois, c'était un projet de comment on peut faire ce business, comment on peut transformer la vie dans les coins les plus reculés de l'Afrique en utilisant les panneaux solaires, les systèmes solaires et tout ce qui a à voir avec comme connexion, tout ce qui a à voir comme technologie. Et après cette présentation-là, j'ai eu le prix du premier, le top qui a présenté un projet qui peut marcher et qui a bien présenté cela. À part ça aussi, j'ai pris les cours sur comment bâtir les smart cities. Alors, j'ai pris ce cours-là, j'ai rencontré les gens qui viennent de différents pays, j'ai rencontré les gens qui sont déjà dans ce domaine, c'est-à-dire de créer les nouvelles villes, mais les villes intelligentes. Et je me suis focalisé aussi toujours sur les gens qui sont dans le domaine d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a? Comment créer une ville intelligente au niveau d'énergie? Comment connaître quelle quantité d'énergie qu'il faut, par exemple, réserver dans les batteries pour autant de jours dans une ville intelligente? Pourquoi? Parce que toute cette technologie, c'est derrière ça. Alors, c'est qui fait. J'ai aussi la chance, par exemple, de coacher d'autres entrepreneurs du même domaine qui sont basés au Ghana. Et à part ça aussi, je présente plusieurs fois concernant notre compagnie à mes professeurs. Je leur fais savoir que voilà, j'aimerais parler de ma compagnie pendant une session. Ils me disent, OK, d'accord, viens. Mais quand je parle, en faisant ceci, ça me donne l'opportunité de recevoir les critiques, les commentaires, les suggestions, et ça me permet d'avancer davantage. Alors, c'est un peu ça que j'avais préparé pour vous. Je ne sais pas si ça a donné des réponses ou alors des pistes concernant votre vie d'entrepreneuriat, mais aussi d'académie. Merci. Et avant que je remette la parole au MC, je vais juste présenter ce que nous faisons. Ça, c'est ce que notre compagnie fait dans l'import-export, le business coaching et tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser après. Et j'ai parlé de la logistique parce que c'est la passion que j'ai eue depuis l'enfance, d'où je continue de le faire. C'est le service de notre compagnie où je suis le seul, ou alors pas le seul, mais je suis celui qui est à l'avant pour voir que ça puisse fonctionner parce que c'est ma passion de l'enfance. Et voilà, merci. Et je donne la parole à MC pour les questions. OK, merci beaucoup. S'il vous plaît, permettez-moi de partager mon écran, s'il vous plaît. Ouais. OK. OK. Merci, Monsieur Reyes, pour cette enrichissante intervention. Le panel a des questions. Bon, j'ai deux questions. Et aussi, entre-temps, je peux demander aux participants de préparer aussi leurs questions. OK, ma première question est la suivante. Comment trouver un équilibre entre les études et la gestion d'une entreprise? Monsieur Rice? Oui, je vous écoute. OK, oui, j'ai posé la question à savoir comment trouver un équilibre entre les études et la gestion d'une entreprise. OK. Je réponds une question après une autre, bien, ça sera une série. Bon, c'est mieux de répondre une question après l'autre. OK. Concernant comment gérer une entreprise en étant étudiant, la suggestion que j'ai toujours donnée aux gens, c'est travailler avec les gens, ne travaillez pas seul. Ouais, ne travaillez pas seul. Quand nous parlons d'une entreprise ici, nous parlons d'une équipe de personnes qui sont unies, qui ont la même vision. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, faites en sorte que vous puissiez travailler avec d'autres. Ne travaillez pas seul. Et surtout pour ceux qui sont, par exemple, au niveau des masters et des PhD. Il y a des recherches à faire, il y a des réunions à participer avec vos superviseurs. Mais quand vous travaillez seul, ça va affecter votre entreprise. Alors, autant que vous pouvez, la première suggestion, c'est de toujours trouver les gens avec qui vous pouvez travailler, qui vont pallier dans vos temps où vous êtes busy. Le deuxième point,
Le deuxième point, c'est d'avoir un temps bien établi pour le business et pour la recherche. Et ce n'est pas facile au départ de trouver l'équilibre, mais faites un effort d'avoir un horaire journalier. Vous savez que voilà, de telle heure à telle heure, je suis en train de faire ma recherche, je suis en train d'écrire. De telle heure à telle heure, je veux répondre aux clients, je veux répondre aux gens avec qui, par exemple, je fais les affaires ensemble. Et le week-end, prenez aussi du temps de vous reposer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous relaxer. Je ne dirais pas que c'est facile. Je ne veux pas que les gens puissent croire que c'est facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, premier point, c'est de travailler avec les gens. Ne travaillez pas seul. Deuxième point, c'est faites en sorte que vous ayez un horaire bien spécifique pour les heures de travail, les heures de travail, les heures de recherche. Et le dernier point que je dirais, c'est take it one step at a time. Alors, n'essayez pas de vous précipiter. L'entrepreneuriat, c'est toute une vie. Alors, faites en sorte que vous preniez un pas après un autre. Voilà. OK, merci beaucoup pour cette réponse. Ma seconde question est de savoir comment les étudiants peuvent-ils transformer leurs idées en produits? OK. Merci beaucoup pour cette question. C'est-à-dire comment les étudiants peuvent transformer leurs recherches en produits. Alors, je ne sais pas si cette question est déjà attachée avec un produit quelconque ou alors un domaine quelconque, mais si par exemple, je donne l'exemple que ce que moi je fais, par exemple, je suis dans le domaine d'énergie. Alors, ce que je fais, c'est que je visite par exemple les entreprises chinoises qui sont dans le même domaine que ma passion, que mon domaine des études et aussi mes recherches scientifiques. Alors, en visitant, en ayant des réunions avec ces gens, j'ai la chance d'acquérir la connaissance, c'est-à-dire par rapport à l'industrie. Et en même temps aussi, je récolte les informations dont j'ai besoin si je veux passer maintenant une commande quelconque, par exemple une entreprise pour fabriquer pour moi. Ça, c'est vraiment le moyen le plus, je dirais, le plus fiable. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'étudiant, vous n'avez pas de laboratoire, par exemple, pour faire, disons, par exemple, les batteries. OK? Alors, vous avez besoin d'une entreprise qui peut vous supporter, c'est-à-dire qui peut être comme votre couverture. Mais cette entreprise a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez comme spécification. Et je dirais ici que la plupart des Africains, je parle ici en général, nous avons une connaissance un peu minime quand on demande des spécifications. Vous avez besoin, par exemple, de fabriquer, par exemple, une tablette en Chine. Il y a toute une liste de spécifications si vous voulez le faire. Alors, vous ne pouvez pas peut-être être la personne qui a l'usine, mais soyez la personne, c'est-à-dire la partie technique qui a fait ce design-là. Parce que c'est ce qui est en vous qu'il n'y a que vous qui le savez. Alors, en tant qu'étudiant, je dirais, pour transformer cela, ayez une connaissance approfondie du produit que vous voulez lancer sur le marché. Deuxièmement, trouvez une entreprise compétente qui peut faire exactement ce que vous voulez. Et vous aurez réussi à faire votre propre marque ou alors votre propre produit. Voilà. OK. Merci beaucoup pour ces réponses. Maintenant, je vais passer la parole aux participants. Bon, je suis dans le chat. Ici, je vois une question du président Chil, RDC. Ouais. OK, il dit « Félicitations, excellent exposé. Comment créer une entreprise et la faire connaître en Chine où il est interdit aux étudiants d'entreprendre d'autres activités que les études? » OK. Merci beaucoup pour cette question, mon président Shell. Je dirais qu'en Chine, chaque province a ses propres lois et policies. Alors, j'aime répondre sur base de Wuhan, où je suis basé. À Wuhan, il n'y a aucune loi qui interdit qui que ce soit, étranger ou alors les locaux, d'ouvrir une entreprise pendant qu'ils sont au niveau de l'université. Et il y a en plus beaucoup d'opportunités qu'on offre aux étudiants qui sont entrepreneurs. Dans ma propre université, à moi, j'ai commencé à présenter nos produits dans mon université. Et à part ça aussi, au niveau de la ville de Wuhan,
Il y a la télévision de Uhube qui m'a déjà fait des interviews plus d'une fois. Et alors, ils sont là, ils veulent savoir les étrangers qui sont en train d'entreprendre ici en Chine en tant qu'étudiants, ici à Wuhan en tant qu'étudiants, parce que nous avons ce qu'on appelle le Free Trade Zone ici à Wuhan. Je ne sais pas dans d'autres villes, mais ici à Wuhan, nous avons un Free Trade Zone. Il n'y en a que 7 en Chine. Wuhan, il y en a une. Et dans le Free Trade Zone, c'est comme si vous êtes à l'étranger. C'est-à-dire les lois qui gouvernent les entreprises là-bas, c'est comme à l'étranger. Alors, posez-vous la question, comme aux États-Unis, comme partout dans le monde, dans la zone de libre-échange, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas qui que ce soit. Il y a les gens qui sont là pour apporter des solutions, pour faire les affaires. Alors ici à Wuhan, il y a ce bénéfice-là. Je connais beaucoup d'étudiants qui ont des entreprises ici à Wuhan. Vous allez enregistrer tout ce qu'il faut faire, sauf changer le visa d'études en visa de travail. Ça veut dire avoir les 2 visas au même moment, ce n'est pas possible. Mais avant l'entreprise, vous payez les taxes, vous payez les offices, là. Il n'y a aucune loi qui interdit quelqu'un avec ça. Voilà. OK, d'accord. Merci, M. Rice, pour cette réponse. On a une deuxième question de M. Omar. Il dit « Merci, M. Rice, pour cet important exposé. Mais j'ai une question. Quelles sont les difficultés rencontrées au cours de votre parcours entrepreneur dans un pays étranger? » OK, merci beaucoup, M. Omar, pour cette question. Il y a beaucoup de difficultés d'entreprendre en Chine. La première difficulté, c'est ici en Chine, c'est la langue chinoise. Par la langue chinoise, ici, je ne parle pas de si je peux communiquer en chinois, mais je parle ici de connaître le système pour, par exemple, enregistrer une entreprise en Chine, pour payer les taxes et tout ce que ça vient avec. Alors, la langue, c'est la première difficulté. Alors, c'est mieux de travailler avec les locaux. Avant, il y avait même une loi qui interdisait à un étranger d'ouvrir une entreprise où il est seul. Il fallait toujours avoir un Chinois avec vous dans votre entreprise. La raison, c'est parce que le système en soi où il faut envoyer les informations, c'est en chinois. Donc, ce n'est pas en anglais. Première difficulté, c'est la langue. Deuxième difficulté, c'est aussi, par exemple, la faiblesse je dirais, de notre continent face à la Chine. Ça veut dire quoi? Par exemple, il y a des lois, il y avait une loi qui interdisait aux Africains, à certains pays africains, d'ouvrir un compte bancaire, même si vous avez une entreprise. Alors, ça, c'était une difficulté parce que vous ne pouvez pas faire les business ici en Chine quand vous n'avez pas un compte bancaire. Un compte bancaire vous permet de recevoir les fonds de l'extérieur pour faire les achats, pour payer, par exemple, notre entreprise, les offices. Nous devons utiliser un compte de l'entreprise. Mais quand on vous interdit d'en ouvrir, ça, c'est une difficulté. Alors, nous, dans notre compagnie, nous avons souffert avec ça depuis l'année 2018. Et c'est seulement récemment que la banque ICBC, ils ont accepté. Et là, nous avons complètement mis la procédure d'enregistrement. Donc, vous voyez déjà, ces deux-là sont les points majeurs. Les autres difficultés, je dirais, c'est commun. Par exemple, aussi, la négociation, par exemple, vous voyez. C'est-à-dire, quand dans votre entreprise, vous êtes seul étranger, qu'il n'y a pas de Chinois. Bon, les Chinois donnent des différents prix à différents étrangers. Par exemple, les Africains, on te donne un prix différent d'un même article. Alors, ça, ce sont des difficultés vraiment professionnelles que si seulement vous travaillez avec les étrangers, ça sera difficile. Mais si vous travaillez avec les Chinois et les étrangers, ça sera facile parce que les Chinois peuvent parler au nom de la compagnie et les Chinois vont répondre comme c'était un Chinois qui avait une entreprise ici. Donc, ces trois-là, je dirais que c'est majeur. Il y en a beaucoup, mais je peux mentionner ces trois-là. Voilà. OK, merci, M. Rice. Nous avons encore une autre question de M. Ngenda Banyikwa. Il dit merci pour les réponses aux questions déjà posées. Comment peut-on initier la production des panneaux solaires en Afrique? OK. Merci beaucoup, M. Ngenda, pour cette question. Aujourd'hui, nous avons la technologie de construire les industries le plus vite possible avec, par exemple, les constructions de precast, de concrete precast, c'est-à-dire les constructions en béton seulement. À part ça, nous avons aussi les constructions en 3D. Alors, toute cette technologie actuelle-là peut permettre à qui que ce soit qui veut investir dans un domaine quelconque, dans une industrie quelconque,
de mettre les industries sur place, d'acheter les machines et de commencer directement la production. En Afrique, nous avons déjà un assemblage de panneaux solaires au niveau de l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie avait signé des contrats avec la Chine, ils ont créé ce parc-là industriel. Il y a déjà la fabrication des panneaux solaires là-bas. Mais je parle ici en général des pays qui n'arrivent pas à le faire. Alors, nous pouvons juste investir dans la construction des bâtiments spécifiques pour les industries et puis acheter les machines nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter toute une chaîne des machines qui, dès le départ, c'est la matière première. Dès que la matière première elle est transformée, vous mettez et ça va tout fabriquer pour vous. Nous parlons ici de l'automation, le système automatique, le robotique. Tout cela peut permettre à n'importe quel pays en Afrique, si vous investissez à l'intérieur sur des machines spécifiques, des key machineries. Vous voyez que dans une année, dans 6 mois, sur les bâtiments, dès que c'est bâti, vous installez les machines, la production commence. Donc, investir ce capital. Voilà. OK. Merci, M. Rice, pour cette réponse. Est-ce que l'un des membres du panel a une question? Une autre question? OK. Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. Tous ont été suffisamment instruits. Puisque nous arrivons donc au terme de ce panel de discussion, Monsieur Rice, une dernière question pour vous. OK. Que voulez-vous dire aux jeunes universitaires? Quel message avez-vous à passer aux jeunes universitaires? OK, merci beaucoup pour l'opportunité d'adresser aux jeunes universitaires qui sont ici et aussi ceux qui vont suivre cette vidéo après. Mon conseil à moi ou alors mes points à retenir, c'est ceci. Le premier point, c'est de maximiser sur votre présence ici en Chine. De maximiser la présence en Chine ici, je dis, ne quittez pas la Chine seulement avec un diplôme parce que vous avez publié, vous avez fait des publications, vous avez passé 4 ans d'études, mais je parle ici de quitter la Chine avec la connaissance. Ça veut dire savoir vraiment comment les industries fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est l'industrie mondiale. Tout se fait ici en Chine. Alors, pour ceux qui sont au niveau de l'université, nous devons comprendre qu'avec la COVID qui a frappé le monde entier, les choses ont complètement changé. Alors, au lieu d'aller faire la compétition avec les gens qui ont perdu leur travail, pourquoi ne pas repartir avec les machines? Pourquoi ne pas repartir avec des solutions déjà écrites dans vos mémoires que vous allez commencer à y travailler directement? Vous ne venez pas avoir un diplôme ici en Chine, mais ne quittez pas la Chine sans avoir compris votre domaine. Qu'est-ce que la Chine fait dans votre domaine qui est différent dans le monde entier et ce qui les met à l'avant? En tout cas, c'est ça mon conseil à tous les étudiants. Prenez vos études au sérieux, mais plus important, comprenez ce qui se passe dans les industries de votre choix. Voilà, merci. OK, merci, M. Rice Kajila. Merci pour votre venue. Merci à vous aussi. OK. Maintenant, puisque nous arrivons au terme de ce forum, j'invite le président, M. Odi, à nous dire un mot de fin. Président Odi? Yes. Okay. Yeah. Merci beaucoup, everybody, for being part of today's meeting. As we said, it's a continuous engagement. Please let other people know about this. We are not going to stop. We won't let anyone rest. No African young person should rest until we have removed the base of poverty in Africa. We are young people. United Nations says that the 1.3 billion population of Africa, over 50% are young people. And how to make money is all about thinking. It's all about, engaging with people. We have the people and we keep working together. So please never get tired. Let the conversation continue. Talk about it with other people around you. Share the idea. Let them know that we cannot keep a type of education that
cares just about papers, cares about publications. We must refuse to continue that way. It's not helping us. Thank you very much once again. Do have a great time. Thank you, Président Audi. Yeah. Donc, nous arrivons donc au terme de ce forum. Je tiens à remercier une fois de plus le président Audi, Monsieur Rice, l'OAAD et tous les participants. À vous revoir très prochainement. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, everybody. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Yeah, Mr. Rice, thank you so much once again. Yeah. Pleasure. Thanks to you. Yeah, great job. I understood a number of